C'est l'heure de notre second débat avec cette question. Faut-il inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution? Oui, ont répondu les sénateurs hier soir, tout en remplaçant le mot droit par le mot liberté. C'est important. Retour sur une séance historique avec Marion Delpech. Pour 166, contre 152, l'amendement est adopté. Il s'en est fallu de peu, à 14 voix près, pour que le Sénat rende cet instant historique. Ouvrir la porte au droit de l'IVG dans la Constitution, une victoire pour toutes les sensibilités politiques de gauche, au départ peu convaincues par un amendement de compromis. L'IVG n'est pas seulement une liberté. Pour nous, c'est un droit. Mais cette rédaction proposée a la vertu de s'engager sur le chemin de la constitutionnalisation et au fond, rappelons-nous que la première loi Veil n'a pu être adoptée que grâce à un travail transpartisan et à la participation des groupes parlementaires de la gauche qui avaient accepté de larges concessions. À l'origine du nouvel amendement, le sénateur Philippe Bas, ancien collaborateur de Simone Veil, qui aurait donc réussi à convaincre une partie de son camp opposé à la constitutionnalisation pour le symbole. J'ai simplement rédigé une contre-proposition à celle qui venait de la gauche, de la France insoumise, pour faire un texte que je crois consensuel, puisqu'il s'appuie sur le consensus de la société française sur la loi Veil. La liberté de la femme enceinte de mettre fin à sa grossesse et la protection de l'enfant à naître. Sur ce sujet qui traverse les clivages partisans, les explications de vote se sont multipliées, faisant craindre à la sénatrice socialiste Laurence Rossignol un report du vote, car les débats étaient limités dans le temps. Fait extrêmement rare, la séance a été interrompue par l'irruption de militantes féministes dans l'hémicycle. La séance est suspendue. Quelques minutes avant que l'amendement ne soit adopté, mais la route est encore longue et incertaine avant la concrétisation. Faut-il constitutionnaliser le droit à l'avortement? On en débat tout de suite avec mes invités. Marie-Pierre de La Gontrie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste de Paris et membre de la commission des lois au Sénat. Anne-Charlène Bézina, bonsoir, constitutionnaliste. Bonsoir. Bienvenue à vous, maître de conférence en droit public. Jean-Philippe de Rosier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, constitutionnaliste et professeur de droit constitutionnel à l'université de Lille. Et Mathilde Sirot est évidemment restée à mes côtés. Je rappelle quelques chiffres pour commencer. Source direction de la recherche et des études de l'évaluation et des statistiques, l'adresse, 223 300 interruptions volontaires de grossesse en France en 2021. Et puis, cette autre information, une femme sur 3 a recours à une IVG au cours de sa vie. Marie-Pierre de La Gontrie, on va évidemment consacrer quasiment l'intégralité de ce débat à la question de la constitutionnalisation, mais quand même un mot des moyens pour commencer. Ces Françaises qui veulent avorter, est-ce qu'elles peuvent vraiment le faire ? Pas toujours. Et c'est bien l'un des scandales aujourd'hui et la détresse de ces femmes. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où il n'y a pas de possibilité de trouver le médecin. Et puis, il y a parfois aussi des manœuvres dilatoires par rapport à cela. Alors, ce problème n'est pas nouveau, mais, et nous l'avons dit tout au long des débats, tout le monde en est d'accord. Une chose est de constitutionnaliser l'IVG, d'en protéger la légalité. Une autre, enfin voilà, c'est pas parce qu'on constitutionnalise qu'il faut ne pas donner plus de moyens. On ne résout pas le problème de l'accès à l'IVG. Nous souhaitions d'ailleurs qu'il y ait aussi l'accès à la contraception, simplement en constitutionnalisant. Mais le sujet, il est là, c'est-à-dire qu'il y a encore des femmes qui aujourd'hui sont mal informées, sont délibérément désinformées, qui ne trouvent pas de médecin etc. Oui, bien sûr. Anne-Charlène Bézina, si on remonte à la loi Veil, janvier 75, elle a été plusieurs fois réformée, amendée. Dans quel sens? Dans le sens du droit des femmes? C'est assez clair, c'est une tendance régulière, on peut dire ça comme ça? C'est une tendance régulière. Il reste que cette question des moyens, elle est prégnante et que finalement, toutes les révisions n'arrivent pas forcément toujours à solutionner ce problème identitaire en fait avec ce droit-là, c'est-à-dire que non seulement il faut le proclamer, non seulement il faut qu'il existe dans notre système juridique, mais encore faut-il ensuite qu'il devienne effectif. C'est d'ailleurs un peu la cause de tous les droits, c'est-à-dire les constitutionnaliser, les proclamer, c'est une chose, mais arriver à les pratiquer en société, c'est encore différent. Oui, pour répondre à la question, bien sûr, on est plutôt allé vers des avancées. La constitutionnalisation, c'est encore une étape bien différente, sur laquelle évidemment on va revenir, mais oui, on peut pas dire qu'il y ait de véritables menaces à l'heure actuelle
sur le système français du principe même de l'avortement. Mais encore une fois, c'est une question de moyens et c'est peut-être aussi une question d'influence extérieure. C'est vrai qu'on voit pas mal de replis conservateurs, de replis un peu nationalistes, avec des tendances qui peuvent parfois donner l'impression que même les plus fondamentaux des acquis de l'état de droit peuvent être remis en cause, qui font aussi qu'on réfléchit à des éléments qui, certes, font déjà partie de nos lois, mais sur lesquels on a besoin d'une réflexion supplémentaire en tant que peuple, finalement. Ouais, Jean-Philippe de Rosier, dans une interview au magazine Le Point, c'était au mois de novembre dernier, à propos de cette inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, vous répondiez « Ne soumettons pas la Constitution à des phénomènes de mode ». C'était même le titre de l'article. Pourquoi ? Alors, le titre de l'article, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le journaliste. Je sais bien, ils ont choisi cet extrait Absolument. de votre interview. Alors, ma première préoccupation est effectivement que lorsque l'on modifie la Constitution, on le fasse après une réflexion mûrie. Et je crois que dans le cas présent, on est dans le cadre d'une réflexion mûrie. On ne se lance pas immédiatement dans un phénomène de mode. Ma deuxième préoccupation, quand on touche à la Constitution, et en particulier sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est qu'on ne réagisse pas en s'enrhumant au moment où les États-Unis éternuent. Donc vous dites qu'il y a eu la décision de la Cour suprême américaine et donc on se réveille. Et donc tout d'un coup, cette décision de la Cour suprême justifie que nous, on constitutionnalise alors que nous avons des cultures politiques, juridiques et constitutionnelles nettement différentes, que la garantie du recours à l'avortement, que ce soit liberté ou droit, mais en tout cas la possibilité pour une femme d'interrompre volontairement sa grossesse connaît des garanties juridiques nettement différentes aux États-Unis et en France, et que le débat de société est totalement différent. Maintenant, je trouve que effectivement le débat constitutionnel est toujours bon sur quelques questions que ce soit, parce que c'est important de débattre de la Constitution, et que la solution qui a été trouvée hier soir me paraît une solution équilibrée entre la volonté de souscrire à un phénomène de mode en plaçant au frontispice de la Constitution le droit à l'avortement et d'inscrire, de reconnaître dans la Constitution la liberté de la femme d'interrompre volontairement sa grossesse. Il y a ces deux mots, liberté et droit, on y reviendra dans ce débat. Marie-Pierre de La Gontrie, vous vouliez réagir évidemment. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que pour autant il faut réduire le combat des associations féministes et des féministes à cet effet de mode. S'il est exact que la décision américaine a fait prendre conscience, je pense, à l'ensemble des Français et des Françaises en l'occurrence, qu'il y avait toujours un risque dans les pays développés, voilà, que finalement la cause des femmes pouvait... Bon, mais en réalité... C'est 24 juin dernier, la décision de la Cour suprême qui revient sur un arbre. Le mouvement en Europe... Oui. A été entamé, moi je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais rappelez-vous il y a exactement 10 ans, lorsque l'Espagne décide, c'était Rajoy à l'époque, souhaite revenir sur le droit à l'avortement. Et puis des manifestations massives, etc. et retour en arrière. Donc il y a toute une série de pays en Europe et tout à coup on est quand même obligé de regarder à nos frontières et se dire que la France n'est pas un îlot protégé. Donc les formations politiques et les féministes se battent depuis longtemps là-dessus. Il y a des propositions de loi qui sont anciennes. Donc, tout à coup, tout le monde a pris conscience au moment de la décision américaine, qui honnêtement a quand même, voilà, indépendamment des systèmes juridiques, des systèmes de santé, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais vous savez, moi, je l'ai cité en ouverture de mon intervention hier. Il y a cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit, voilà, c'est-à-dire qu'il suffira d'une crise politique, religieuse, économique pour que les droits des femmes reculent. Soyez toujours vigilantes. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Et moi, je le fais avec les jeunes générations qui parfois se disent, mais pourquoi elle nous dit ça ? C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis concernant les droits des femmes. Alors effectivement, le débat hier soir, et on va rentrer dans le détail, c'était entre le droit ou la liberté ce 1er février. Il restera historique dans l'histoire parlementaire. Le Sénat, majoritairement de droite, a donc voté. Les termes, c'est la liberté de la femme pour mettre fin à sa grossesse. On va voir les votes. 318 votes exprimés, 166 pour, 152 contre. En octobre, il y avait eu une première proposition qui était passée devant le Sénat et la droite avait fait échouer le texte. Cette fois-ci, on l'a entendu dans le sujet d'ouverture, c'est un amendement du sénateur LR, Philippe Bas, qui a fait basculer la majorité. Donc plus qu'un droit à l'IVG, il parle de liberté. Je vous propose, tiens, une réaction, celle de la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, qui portait ce texte et qui défend la constitutionnalisation depuis longtemps. La formulation de Philippe Bas, elle entérine ce qu'on sait depuis de nombreuses années, qui est que
Il est du domaine de la loi de pouvoir légiférer sur l'avortement et elle laisse énormément de liberté aux législateurs pour déterminer les conditions. Et puis elle parle de liberté et non pas de droit, et il y a une différence importante juridique, c'est qu'un droit, ça implique que l'État vous doit quelque chose pour que vous puissiez accéder à ce droit, alors qu'une liberté, elle est inhérente à votre personne et au fond, on vous doit juste de ne pas vous empêcher de l'exercer. Anne-Charlène Bézina, droit ou liberté? Alors évidemment, les mots ont un sens, mais juridiquement, les conséquences sont pas les mêmes, c'est ça? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, sur le plan théorique, qu'est-ce que c'est un droit par rapport à une liberté? La liberté, c'est la liberté de faire, la liberté finalement de ne pas être entravé dans l'exercice d'une liberté, liberté d'expression, liberté individuelle, dans lesquelles en fait c'est pas tellement l'interlocuteur qui est présent, c'est la liberté. Là, le droit, ça va être le droit à, c'est-à-dire, alors souvent, même si évidemment il y a toujours des nuances entre les deux, mais on va plutôt penser au droit créance et a finalement une obligation de la part de l'État de vous garantir l'exercice de ce droit, droit de grève, droit même à l'environnement sain ces dernières années. Et donc, c'est vrai que parfois, on pouvait être gêné par la formulation d'un droit à l'IVG qui, en soi, d'ailleurs, est un peu revendicatif et qui n'est pas forcément toujours en correspondance avec ce droit à l'IVG que finalement les femmes pratiquent eu égard à une liberté personnelle et qui n'attendent pas qu'on ait une quelconque garantie médicale de ces questions. Il y a des questions de semaine, il y a des questions finalement médicales qui rentrent en jeu. Donc, c'est bien plus la disposition de son corps qui était importante, je pense, à constitutionnaliser que la question du droit à. Donc, au fond, première chose, c'est cette distinction qui, toutefois, existe. Mais deuxième, est-ce que la première formulation était vraiment très différente de la deuxième? Moi, ça, je n'en suis pas certaine, étant donné que la loi devait déjà garantir l'exercice du droit à. Donc, en fait, on revenait sur l'idée que la loi avait la compétence pour le régime. Et dans le pire des cas où nous reviendrions à un système autoritaire qui souhaiterait restreindre ce droit, eh bien, tout le loisir lui était déjà donné avec la formulation de l'Assemblée nationale de le restreindre, ce droit. Donc, je ne suis pas sûre qu'on soit allé plus ou moins loin avec la garantie sénatoriale, mais c'est vrai qu'en termes lexicales et par rapport aussi à ce que ça signifie par rapport à la liberté de la femme, peut-être que cette formulation sénatoriale me semble être plus en correspondance avec ce à quoi on s'attend pour une constitutionnalisation. Jean-Philippe de Rosier. Votre avis, je vois un peu dubitatif, peut-être oui, que pour moi, non, mais je suis pas convaincu. C'est là que je rejoins Anne-Charlène Bézina sur sa conclusion. Je suis pas convaincu qu'il y ait une différence fondamentale entre droit et liberté. Premièrement, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes règles constitutionnelles. Et c'est pas parce qu'il y en a où on parle de droit qui serait plus important que d'autres où l'on parle de liberté. La liberté d'expression, c'est bien une liberté. C'est l'un des principes constitutionnels les plus cardinaux, reconnus comme tels tant par la Déclaration de 89 que par le Conseil constitutionnel, qui, lorsqu'il doit justement pondérer différentes règles constitutionnelles, cherche plutôt à préserver cette liberté d'expression. Maintenant, effectivement, dans notre culture et même, j'allais dire, jargon juridique, on distingue le droit de, le droit à, la liberté, mais cela suppose en effet différents régimes juridiques, mais pas nécessairement une différence de degré dans la garantie constitutionnelle. Là, je ne suis pas constitutionnel, mais si on avait mis le droit, est-ce que ça, on revient à la question des moyens, est-ce que ça n'oblige pas l'État à mettre plus de moyens pour que ce droit soit respecté ? Ça change pas en fait. Non, parce que au niveau constitutionnel, effectivement, il y a le sujet des moyens de contraceptifs, les moyens de pouvoir interrompre sa grossesse. C'est un autre sujet, mais qui ne me semble pas relever de la Constitution. C'est pas dans la Constitution, c'est la loi qui le définit. Absolument. D'accord. Et c'est une politique publique qu'il faut encourager ou que certains considéreront qu'il ne faut pas encourager. Ce qui était important, c'était la reconnaissance constitutionnelle de la possibilité, de l'existence de pouvoir interrompre volontairement sa grossesse. Et que l'on en fasse une liberté de la femme, un droit ou un droit à, je pense qu'il n'y a pas de différence quant à la reconnaissance et à la valeur constitutionnelle. Et pourtant, politiquement, Marie-Pierre de la Gontrie, cet amendement, il a fait bouger les lignes. Entre le vote d'octobre et celui d'hier soir, c'est évident. Je pense qu'il y avait deux niveaux d'analyse, mais ça a été parfaitement expliqué. Il n'est pas certain que le terme droit accorde plus de droits, c'est le cas de le dire, que le terme liberté, mais ça charriait une histoire politique, une histoire de revendication différent, c'est-à-dire le droit des femmes de disposer de leur corps, etc. Donc nous étions attachés au terme droit, sans faire de droit, c'est le cas de le dire, ou plus exactement en tirant le plus possible l'analyse. Après, nous savions que, pour des raisons sans doute symétriques, l'auteur de l'amendement ne souhaitait pas utiliser le terme droit. Bref.
Donc oui, cet amendement a fait bouger les choses, et a fait bouger les lignes. Peut-être d'autres choses ont fait bouger aussi, parce que c'est comme ça. Le débat sur l'IVG, aujourd'hui, occupe un peu... voilà, à la place des retraites ou à de la guerre, je veux dire, il faut quand même, voilà. Oui, bien sûr, mais voilà, on en parle. Lorsque le texte a été proposé au Sénat en octobre, on en a parlé. On avait échoué. On parlait de droit, mais on avait échoué. Mais de peu, quand on considère le Sénat à 33 voix, ce qui pour le Sénat est peu, puisque le Sénat est très, 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 très majoritairement à droite. Voilà. Après, il y a eu le texte à l'Assemblée qui a été voté, il faut le rappeler, avec une majorité écrasante de plus de 330 voix de mémoire. Ça, c'est aussi une forme de pression sur les sénateurs. Enfin, par ricochet, c'est-à-dire que le décalage est... Mais là, je parle en tant que journaliste ou de communication politique, dans l'opinion. L'image que ça renvoyait du Sénat par rapport à l'Assemblée, peut-être que ça a pu jouer. Pas forcément. Moi, je me réjouis si ça permet de rénover un petit peu l'image du Sénat. Mais en tout cas, on l'a vu quand même à l'Assemblée, où le groupe LR a quand même, pour arriver à 330 voix, il faut quand même forcément qu'il y ait des personnes de droite qui votent. Il y a des sondages, c'est-à-dire que moi, j'ai aussi utilisé, y compris en commission, au stade de la commission, ça n'a pas servi à grand-chose, mais plus de 80% des Français sont favorables à la constitutionnalisation de l'IVG. Donc je suis sûr qu'ils comprennent, mais quand on répond à cette question-là, est-ce qu'on ne répond pas, est-ce que vous êtes favorable à l'IVG? Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que le sondage est très complet. Non, c'est très intéressant. C'est un sondage de l'IFOP, c'est pas totalement des amateurs. Et il y avait toute une batterie de questions, et y compris ça. Il y avait par proximité politique. Qui avez-vous voté à la dernière présidentielle, par proximité ou par conviction religieuse? Donc c'était très intéressant parce que on se rend compte que qu'est-ce qu'on ressent? C'était ce qui était traduit d'ailleurs dans le sondage, mais au fond, qu'est-ce que traduit ce soutien à la constitutionnalisation? C'est d'une part l'importance de l'IVG et le fait qu'il est désormais entré et ancré dans l'esprit des Français. Deuxièmement, que quelque part, ce droit peut être menacé ou remis en question. J'ai envie de dire, que ce soit fondé ou non, on a des débats sans fin, hier, ça bon. Mais en tout cas, les Français, et sans doute les Françaises, se rendent compte que, et ça c'est la décision américaine qui a tout à coup fait prendre conscience, que c'était fragile. Et troisièmement, la Constitution, dans l'esprit des gens, c'est quand même un truc qui protège plus, quoi. C'est bon. Et donc, du coup, ça cheminait vers la constitutionnalisation. Plus de 80% des gens... Ouais. Non, je dis ça parce que j'entends bien votre question, mais il y a une sénatrice de droite en commission qui a dit « Ah, mais les gens, ils n'ont même pas compris la question qu'on leur posait. » Bon, il ne faut pas forcément prendre les gens... J'ai failli dire ça, mais je me suis repris parce que j'aime pas du tout ce type de discours. Mais même quand on... Il ne faut pas prendre les gens que pour des idiots. J'espère bien, et on en est loin dans cette émission. Mais quand même, quand on lit l'intitulé, on peut avoir tendance à répondre « Je suis pour l'avortement ». Le sondage, c'est-à-dire que justement c'est pour ça que je vous fais le déroulé, c'est que je pense que l'idée qu'il y ait une protection supplémentaire, puisque c'est cela qu'on leur dit avec ce message de constitutionnalisation, face à un droit qui peut être remis en cause parce qu'ils entendent parler de l'Italie et puis de la Hongrie et puis de la Pologne et puis etc., c'est quelque chose. Donc voilà, donc le point positif, c'est l'IVG est désormais quelque chose d'important pour les Français. Mathilde Siro, une question. Vous citiez notamment les sondages. Est-ce que pour vous, ça justifierait que ce processus aille jusqu'au référendum? Ou est-ce que vous appelez, si l'Assemblée, bien sûr, adopte l'écriture du Sénat, est-ce que vous appelez à ce que le gouvernement reprenne la main avec un projet de loi constitutionnel qui soit voté par le Congrès? Qu'est-ce que vous préférez en termes de procédure? Alors, peut-être juste pour que les personnes qui nous suivent... Réponse courte, parce qu'on y reviendra plus tard sur la question du référendum, parce que Mathilde, désolé, mais on se garde ça pour un peu plus tard. Ça vous va? Oui, bien sûr. Pourquoi le référendum? Je trouve que ça sera intéressant pour conclure ce débat, parce que... c'est un point de technique parlementaire. Oui, mais il est intéressant, mais je préfère le garder pour un peu plus tard, parce que je voudrais qu'on parle de la place de cette liberté dans la Constitution. Je vais vous lire l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Et voilà, je vous laisse lire la fin de l'article 1er. Jean-Philippe de Rosier, la liberté de la femme de mettre fin à la grossesse n'est pas inscrite dans cet article 1er, mais à l'article 34. Vous trouvez ça logique? Ça aurait été quoi? Trop haut placé dans l'article 1er, d'une certaine façon? Justement, ça me permet de placer dans le prolongement de ce que disait Marie-Pierre de la Gontrie à l'instant. L'importance dans tout cela,
c'est la constitutionnalisation, la garantie constitutionnelle de la possibilité de faire une interruption volontaire de grossesse. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, droit ou liberté, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il faut s'arrêter sur la constitutionnalisation de cette possibilité. Et je dis possibilité pour justement ne pas dire droit ou liberté. Que ça figure à l'article 34 ou à l'article 1er sur le plan constitutionnel, sur le plan du droit, ça a strictement la même valeur. Mais sur ça le plan ne change du symbole. rien. Mais il y a évidemment une symbolique dans ce que l'on inscrit au premier article de la Constitution que ce que l'on inscrit un peu plus loin, et là c'est dans l'article 34, pour rappeler à nos téléspectateurs, l'article 34 c'est celui qui énumère les compétences du législateur. Donc c'est pas rien non plus. Ça a d'ailleurs été un article qui a été très discuté au moment de l'élaboration de la Constitution de la Ve République, et c'est un article fondamental parce que c'est celui qui dit qu'est-ce qu'il y a dans la loi, qu'est-ce que fait le législateur. Et donc là, on constitutionnalise la compétence législative de pouvoir interrompre sa grossesse. Le faire figurer à l'article 1er, oui, pour répondre à votre question, je pense que la symbolique aurait été trop forte, que ce n'est pas la place de l'article 1er que de reconnaître effectivement tous ces droits et ces libertés qui sont importants. Je ne veux absolument pas minimiser l'importance de la liberté de la femme, de disposer de son corps et d'interrompre sa grossesse. Mais si on doit commencer à énumérer toutes les libertés qui sont importantes, on fait un article 1er qui n'en finit plus. Et il y a une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 1946 qui garantit d'autres droits et libertés qui sont plutôt d'ordre sociaux, et ne figurent pas non plus tous à l'article 1er. Donc il faut trouver un équilibre, une articulation entre les différents articles de la Constitution, et l'article 34 me paraît là aussi un bon compromis. Anne-Charlène Bézine, à votre avis là-dessus? Oui, peut-être 2 points qui font un peu le lien avec ce qu'on a dit auparavant. C'est pas étonnant finalement que le terme de liberté ait moins de charge politique à mon sens que le terme de droit. Parce que comme vous l'avez dit, il y a évidemment dans le terme de droit cette philosophie que l'État doit garantir, et donc on a peur de s'engager dans quelque chose de revendicatif, alors que la liberté semble tout de suite être un petit peu plus de l'ordre du personnel et du moral, etc. Pareillement, deuxième point, je pense qu'on fait perdre un peu de sa charge symbolique à cette révision constitutionnelle quand on la déplace d'article en article, même si évidemment on se rejoint, ça ne change absolument rien à sa valeur constitutionnelle. Et si, je pense qu'il faut le rappeler quand même, l'article 1er n'a évidemment pas cet objet-là, il est dans un titre sur l'organisation de la République, donc même quand on y a ajouté l'égalité entre les hommes et les femmes, voilà, la valeur symbolique est plus grande, mais encore une fois, en termes de cohérence, on y perd. Donc je crois que politiquement, le fait de l'inscrire dans l'article 34 au titre d'une liberté, on perd un petit peu en charge irritante pour les sénateurs les plus conservateurs, même si constitutionnellement, finalement, et je rejoins largement Jean-Philippe de Rosy sur cette question, c'est l'inscription dans ce texte symbolique est la Constitution dans le marbre qui va donner la garantie. Donc liberté plutôt que droit à l'article 34, c'est aussi une manière de politiquement un petit peu vider de sa charge émotionnelle aussi peut-être ce droit constitutionnel qui de toute façon aura pleine valeur à partir du moment où il est inscrit dans le texte de 58. Oui, Mathilde, on va l'évoquer maintenant après le vote du Sénat. La balle, elle est dans le camp du gouvernement. Oui Thomas, si l'Assemblée vote l'écriture choisie par le Sénat hier, ensuite pour être adoptée, la proposition de loi constitutionnelle doit être soumise à référendum. Une procédure qui pourrait être simplifiée si le gouvernement reprenait la main avec un projet de loi constitutionnelle qui là peut simplement être voté par le Congrès, l'Assemblée plus le Sénat à Versailles. Or, l'exécutif se montre étonnamment plutôt passif dans cette affaire. Elisabeth Borne, la Première ministre, avait exprimé de fortes convictions en la matière depuis le siège du planning familial à la fin juin, juste après sa nomination, mais elle ne s'est pas saisie du sujet depuis. Alors certes, il y a d'autres sujets brûlants à l'agenda, mais l'exécutif laisse globalement faire et s'en remet systématiquement à une position de sagesse devant le Parlement et ne prend donc aucune initiative malgré les déclarations grandiloquentes mais peu suivies des faits du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. On l'écoute. Inscrire aujourd'hui le droit à l'IVG dans notre Constitution n'est pas une mesure gadget, un artifice de communication ou un mouvement de panique face à un exemple lointain. Inscrire le droit à l'IVG, cette liberté fondamentale et inaliénable de la femme, c'est une sécurité pour toutes les femmes de notre pays.
Alors si c'est aussi important, pourquoi l'exécutif ne s'engage pas davantage? On pourrait se dire, Thomas, qu'un pouvoir qui se revendique progressiste, voire féministe, et qui a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause du premier et du second quinquennat, qui a panthéonisé Simone Veil, veuille reprendre à son compte cette avancée symbolique pour le droit et la liberté des femmes. Eh bien en fait non, Emmanuel Macron se montre ouvert mais reste totalement en retrait. Il répond toujours qu'il est évidemment favorable à l'IVG, à l'avortement, mais c'est un oui mais, une approbation toujours contrebalancée et nuancée par le, je cite, traumatisme des femmes qui avortent. Emmanuel Macron était d'ailleurs, on le rappelle, contre l'allongement du délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines qui a été adopté en février. Son ancien Premier ministre Jean Castex y était aussi défavorable. C'est Christophe Castaner à l'époque qui était le chef des députés marcheurs qui l'avait imposé à l'agenda politique, poussé par sa majorité. Et au niveau européen, l'action d'Emmanuel Macron, ça au niveau quoi européen, Emmanuel Macron a voulu pousser le sujet dans la charte des droits fondamentaux, mais là encore, on sait que les pays ne sont pas tous d'accord, donc le processus est très complexe et risque de ne pas forcément aboutir. On entend désormais du côté de l'exécutif que l'IVG dans la Constitution pourrait faire partie d'une réforme plus large consacrée aux institutions ces prochains mois. Bref, Emmanuel Macron semble procrastiner sur ce sujet. Il faut savoir qu'il se rend souvent au Vatican, qu'il soigne sa relation avec le pape. Cette même hésitation sur l'avortement existe sur un autre sujet sociétal, celui de l'euthanasie. Et ces stop-and-go permanents contribuent plus globalement à brouiller son message et le sens de sa politique sur le sujet. Merci Mathilde. Marie-Pierre de la Gontrie, vous allez pouvoir répondre à la question que posait Mathilde tout à l'heure. Mais voilà, elle est beaucoup plus nourrie par cette situation. Oui, elle est nourrie par l'éditorial de Mathilde. Le gouvernement vous laisse la main, clairement. Nourrir Emmanuel Macron du sondage qui montre que 80% des catholiques pratiquants sont quand même favorables à la constitutionnalisation de l'IVG. Référendum ou pas, finalement? Alors, il y a deux voies possibles, j'ai envie de dire, quel que soit le cheminement parlementaire. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais bref. Référendum ou congrès, nous, c'est extrêmement simple. Nous ne redoutons rien, y compris le référendum, parce que 80% des Français sont favorables. Moi, ça ne me paraît, de la part d'Emmanuel Macron, pas totalement sensé s'il s'engageait dans cette voie. Parce qu'aujourd'hui, on se bat sur les retraites, ou en l'occurrence contre, concernant mon camp politique. Il y a des sujets lourds et il a une solution qui est assez simple pour arriver à constitutionnaliser. Donc on n'est pas obligé de passer par le référendum. On n'est jamais obligé. Si le gouvernement reprend la main, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'appelle le Congrès. Oui, mais je veux dire... Éric Dupond-Moretti, qui hier nous a fait des commentaires très très enthousiastes sur le principe, mais les rédactions ne vont jamais. J'avais l'impression, je l'écoutais, son discours est très intéressant, mais on avait l'impression de voir un examinateur en train de corriger une copie du bac. C'est-à-dire qu'il est ministre garde des Sceaux, il faudrait qu'il propose une rédaction. Il y a une façon de faire très simple que je lui propose. Il prend les 10 personnes qui se sont investies sur ce sujet, il les met autour de la table et je vous fiche mon billet que une demi-journée après, il y a une rédaction consensuelle entre l'Assemblée et le Sénat qui peut faire un projet de loi et qui sera voté par les deux assemblées. Et qui permet d'éviter le référendum. Non, mais éviter... Je vous dis, nous on le redoute pas. Mais moi je vais vous dire pourquoi éviter. Parce que éviter, s'il y a un référendum, on sait ce qui va se passer. Pardon de nous interrompre. Le camp des anti-IVG, ça va être une tribune, généralisée. Donc c'est bien pour ça que ça ne nous semble pas très raisonnable. Par ailleurs, ça coûte de l'argent à l'État de faire un référendum. Ça veut dire une campagne, etc. Donc si Emmanuel Macron trouve que c'est une bonne idée de faire ça, très bien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est voilà, nous ne le redoutons pas, mais nous pensons que ce n'est pas très sensé. En revanche, il y a un processus très simple qui s'appelle le Congrès. On a déjà réuni le Congrès pour écouter le président de la République. On peut peut-être le réunir. Alors, par ailleurs, dire on va faire une grande réforme institutionnelle pour voilà, c'est un truc classique pour dire on verra plus tard, etc. Et votre parallèle avec la fin de vie est tout à fait judicieux, c'est-à-dire qu'on est sur la fin de vie, nous avions un travail transpartisan qui fait que nous avons, quels que soient les camps politiques, nous avions défini des textes qui étaient, voilà, toujours avec des particularités un petit peu, voilà, mais nous étions d'accord et c'est quand même lui qui a fait que le sujet n'aboutit pas. Moi, je ne m'explique pas cette ambivalence, mais ça fait un certain temps que je n'essaye plus de comprendre Emmanuel Macron parce que je ne dois pas avoir le bon logiciel. Anne-Charlotte Bézina, on ne va pas faire un rappel de tous les référendums
référendum. Mais bon, c'est toujours un risque pour le pouvoir en place, un référendum. Oui, alors là, on est dans un référendum qui est particulier, puisque ce n'est pas un référendum d'initiative primo-ministérielle ou intellectuellement du président. Donc, on pourrait se dire que la tendance des Français à répondre oui ou non au gouvernement en place pourrait être tempérée dans le sens où c'est plutôt une proposition parlementaire. Donc, ça serait un peu du hors-sujet. On l'a dit, il y a aussi un consensus populaire autour de cette question qui est une avancée des droits fondamentaux. Néanmoins, on peut se dire aussi qu'il y aura quelque chose d'assez gênant à réentendre des pro-choice et des pro-life en France. Donc, si c'est vraiment une avancée sociétale, peut-être qu'on pourrait estimer que le consensus est suffisamment grand pour obtenir le Congrès, mais il y a aussi ce risque de considérer toujours que le référendum est un risque et d'installer aussi ça dans l'imaginaire populaire. Si le référendum ne fait pas peur aux parlementaires, aux présidents, pourquoi ne pas finalement y aller? La seule chose, c'est est-ce que c'est l'outil adéquat pour adopter cette proposition? Néanmoins, comme vous le dites, pour en arriver au projet, il faut une adhésion de la majorité et on sent bien, vous l'avez parfaitement résumé, qu'il y a une forte hésitation, voire même quelque chose qui relève de l'abandon en fait de politique, en considérant qu'il y a de la majorité gouvernementale, vous avez tout à fait raison, du gouvernement, c'est-à-dire que on soutient, mais on voit bien qu'on n'est pas dans une mécanique de reprise en main par le gouvernement. Donc je ne sais pas si ça sera vraiment une option choisie par le gouvernement. L'idée aussi de la proposition de loi constitutionnelle qui aboutit au référendum, ça serait quand même l'inédit sous la Ve République, c'est-à-dire qu'on aurait enfin une proposition de loi constitutionnelle qui arriverait à faire consensus entre les deux assemblées, qui serait soumise au peuple. Rappelons quand même que c'est un petit peu aussi l'initiative normale dans le texte de notre article 89. Donc ça pourrait être joli pour les constitutionnalistes, ça pourrait être une belle histoire aussi pour notre référendum. La démission gouvernementale sur le sujet. Voilà, c'est la vérité. C'est compliqué. Gouvernementale et présidentielle aussi, puisqu'on le sait, ça fait partie évidemment de ses compétences. Jean-Philippe de Rosier, avec le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions, vous allez travailler, vous avez lancé ça, je crois qu'il y a un semestre prévu pour ensuite faire des propositions pour moderniser les procédures d'élaboration de la loi. Il y a des leçons à tirer de la séquence qu'on est en train de vivre. Oui, il y a toujours des leçons à tirer du débat constitutionnel et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le débat constitutionnel est important et qu'il est toujours judicieux de s'en saisir. Et donc, nous en sommes saisis dans le cadre du Gréqui, comme vous l'avez justement rappelé, pour réfléchir à la façon d'élaborer la loi et au rôle des différentes institutions aussi, plus largement à la place du président de la République, à la place de l'exécutif face au pouvoir législatif. Et comme le dit très justement Marie-Pierre de La Gontrie, si jamais cette proposition de loi constitutionnelle allait jusqu'au bout de son processus à elle, c'est-à-dire au référendum, ce serait... je ne sais pas si c'est une démission du gouvernement sur le sujet, mais en tout cas, ce sera une mise à l'écart du gouvernement sur le sujet. Il y a 4 acteurs dans une procédure de révision constitutionnelle, le président de la République, les 2 assemblées et le peuple. Et ce serait la première fois qu'une révision serait adoptée avec 3 de ces acteurs qui n'incluent pas le président de la République. Parce qu'on a déjà eu le peuple une fois en 2000 avec le quinquennat. D'habitude, c'est le président et les 2 assemblées de leur côté. Et là, ce serait la première fois que le pouvoir exécutif n'intervient pratiquement pas. Et ce serait donc perçu comme une sorte de rejet, enfin en creux. Enfin, absolument. Le gouvernement serait assez en retrait. Mais d'un autre côté, aller au référendum, ça a été rappelé également, effectivement les parlementaires ne le craignent pas, c'est risqué. C'est risqué parce que sans faire l'inventaire de tous les référendums, d'ailleurs il n'y en a pas eu 50, il y en a eu 10 sous la Ve République, et depuis 1969, chaque référendum s'est traduit soit par un désintérêt total de la population, soit par un séisme qui, dans tous les cas, le premier ou le deuxième, fait trembler le pouvoir en place, c'est-à-dire l'exécutif. Parce que si les Français... c'était un séisme. C'était un séisme. La victoire du non a placé la France dans une position pour le moins délicate au regard des relations internationales. Par la suite, effectivement, il a été surmonté, ce qui prouve effectivement les poursuites et les répliques du séisme. C'est le terme. Et lorsque, en 2000, les Français ne vont pas voter, marquant leur désintérêt total vis-à-vis en 2000, c'était le quinquennat. Pareil, ça montre que finalement, tout ça pour ça, fallait-il mobiliser les Français, engager les moyens de l'État pour organiser le référendum. Donc, c'est quand même risqué que d'emprunter cette voie, en plus de la tribune que
que ça va offrir aux anti-avortements dans le débat public. Alors, il y a cette question vous avez commencé à l'évoquer, mais du comparatif avec d'autres pays d'Europe, et effectivement, du risque l'IVG n'est pas menacé en France. On entend souvent ça. Je propose à Mathias Arès de nous rejoindre. Bon, rebonsoir Mathias. Cet argument, l'IVG n'est pas menacé en France, évidemment, il fait beaucoup réagir. Et oui, c'est un argument qui fait sauter au plafond les défenseurs des droits des femmes comme Sylvie Pierre Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutez-la. Personne ne peut prédire l'avenir par définition. Et il y a des mouvements à l'œuvre un peu réactionnaires dans le monde entier. Les droits des femmes et les droits sexuels et reproductifs sont mis en danger, en échec en Europe même. Regardez ce qui se passe en Pologne. Les femmes réfugiées d'Ukraine qui ont été enceintes à la suite d'un viol des armées russes n'ont même pas le droit de se faire avorter. C'est à quelques milliers de kilomètres de chez nous. On n'est jamais à l'abri qu'un mouvement d'opinion puisse amener une majorité hostile. Donc, il faut assurer ses arrières et, tant qu'on le peut, puisqu'il y a un consensus du pays, profiter de ce consensus pour mettre à l'abri le droit à l'IVG. Alors, on va regarder comment ça se passe dans d'autres pays maintenant. Absolument. Sylvie Pierre Brossolette en parle. La Pologne, pays membre de l'Union européenne où le droit d'avortement était autorisé et gratuit depuis 1956, en est revenu. Depuis 2020, ce droit n'est plus garanti que dans 2 circonstances. Grossesse résultant d'un acte illégal ou un risque pour la vie de la maman. Depuis 2021, il est même interdit d'avorter en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable, potentiellement mortelle pour le fœtus. Autre exemple outre-Atlantique, l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade par la Cour suprême des États-Unis. Avant protégé au niveau fédéral, le droit d'avorter dépend aujourd'hui de la loi de chaque État. Une vingtaine d'entre eux l'ont déjà interdit ou ont prévu de le faire. Et alors, dans quel pays cela pourrait évoluer ? Eh bien, la Hongrie l'autorise depuis 1953, mais tente chaque fois plus de mettre des bâtons dans les roues de l'IVG. En 1992, la loi apporte une protection de la vie fétale, faisant diminuer le nombre de recours à l'avortement. Et depuis septembre 2022, dans la Hongrie de Viktor Orban, il est désormais obligatoire pour chaque femme souhaitant pratiquer un avortement d'écouter les battements du cœur du fœtus. Dernier exemple de l'autre côté des Alpes, en Italie. Là-bas, la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, n'a pas ouvertement dit qu'elle souhaitait revenir sur l'IVG. Cependant, celle qui décrit l'avortement comme une défaite souhaite multiplier les solutions financières et sociales pour permettre aux femmes de garder leur enfant. Merci Mathias. Anne-Charline Bézina, est-ce que la Constitution protège d'un retour en arrière? Vous voyez ce que je veux dire? Si on se place dans une hypothèse où un pouvoir changerait en France et voudrait remettre en cause le droit à l'avortement. Alors oui et non. Oui, parce que la Constitution, elle a cette rigidité que nous avons souhaitée en 58, qui consiste à rendre sa procédure de révision toujours plus complexe qu'une simple révision d'une loi ordinaire. Donc toucher à la Constitution, c'est plus compliqué. Néanmoins, non, parce que un pouvoir majoritaire l'est généralement suffisamment pour pouvoir faire adopter une révision de la Constitution. Alors là, en l'occurrence, ça serait pas tout à fait le cas du pouvoir en place, mais bon, voilà, c'est toujours possible. Et puis, on l'a dit, c'est un droit qui ne peut être garanti complètement par la Constitution, puisqu'il faut forcément des lois, voire même des textes réglementaires d'application. Il faut des médecins sur le terrain, et on peut tout à fait imaginer malheureusement qu'un régime qui ne souhaite plus mettre de moyens là-dedans, qui souhaite désinciter ce type de politique, puisse toujours le restreindre. Sans forcément revenir sur la Constitution elle-même. Sans forcément revenir sur la Constitution elle-même. Donc garantir la Constitution, alors... Normalement, c'est une obligation du législateur. Mais encore faut-il imaginer des recours constitutionnels. Et on l'a bien vu dans tous ces pays-là, Hongrie, Pologne, les cours constitutionnels elles-mêmes sont complètement marginalisées ou aux mains du pouvoir. Donc la politique fiction du pire pourrait nous amener très loin. C'est pourquoi la formulation garantie des choses, évidemment, symbolise, mais ne permet pas forcément toujours d'aller dans plus de garanties par rapport à un retour en arrière. Marie-Pierre Belincontri. Oui, 2 choses. C'est que d'abord, le processus de révision constitutionnelle amène à des majorités qui, me semble-t-il, vont au-delà simplement d'une victoire législative majoritaire simple, puisqu'il faut une majorité particulière. Donc, ça protège un peu plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison, c'est-à-dire que dès lors que ça renvoie à une loi, et c'est normal, la loi peut très bien être restrictive. Mais
Je pense que le gain essentiel par rapport à ce scénario noir, c'est la dépénalisation. C'est-à-dire que dès lors que dans la Constitution, il est dit liberté de la femme, etc., ça veut dire qu'au fond, dans le pire des scénarios, on ne pourrait pas revenir à une pénalisation de l'interruption de grossesse. Je suis peut-être peu ambitieuse, mais par rapport au raisonnement qui est juste, c'est-à-dire que demain, un autre pouvoir pourrait décider par une loi que l'IVG, c'est jusqu'à, 3 semaines, mais pas la pénalisation. Et c'est quand même... ça a été l'origine même de la loi Veil. Ça a été d'abord la dépénalisation. Jean-Philippe de Rosier. Oui, dans le prolongement de tout cela, le Conseil constitutionnel est vigilant lorsqu'il examine des lois à ne pas empiéter sur le domaine du législateur, c'est-à-dire que c'est lui, le législateur, qui décide des politiques publiques, qui décide de l'orientation politique à la législation qu'il adopte. En revanche, le Conseil constitutionnel est vigilant à ce que les mesures prises par le législateur, les lois adoptées, ne privent pas, c'est sa formule, de garantie légale une exigence constitutionnelle. Et donc, en reconnaissant cette liberté de mettre un terme à sa grossesse, effectivement, il y a là un point d'interrogation à ce stade, et on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est simplement considérer que la femme sera toujours libre d'interrompre sa grossesse et donc on ne pourra pas revenir à la pénalisation, comme le disait Mme de La Gontrie à l'instant? Est-ce que ça garantit une liberté d'interrompre jusqu'à un certain temps sa grossesse, et que si on en revient à un délai de 3 semaines, qui en réalité revient à dire que l'IVG n'est plus possible, en réalité, ce serait inconstitutionnel aux yeux du Conseil constitutionnel, parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de garantie légale pour cette exigence constitutionnelle-là. La jurisprudence peut-être aura l'occasion de le dire à l'avenir. Je ne l'espère pas, parce que ça voudrait dire que le législateur se serait emparé du sujet pour remettre en cause cette IVG. Mais voilà où on en est. Il n'y a pas, pour dire les choses simplement, d'obligation pour le législateur à intervenir, y compris dans un domaine qui est constitutionnellement garanti, mais le Conseil constitutionnel veille à ce que, lorsque le législateur est intervenu, il n'y ait pas un retour en arrière qui remette en cause une garantie qu'il a apportée. Un dernier mot, Marie-Pierre de La Gontrie. Est-ce qu'on a cité les pays où finalement ce droit à l'avortement était en péril? Est-ce que c'est pas aussi un symbole que la France renvoie à l'Europe en disant nous, au contraire, on protège encore plus? Mais peut-être que les deux éminents constitutionnalistes sur ce plateau me démentiront si je me trompe, mais je crois que nous serions le premier pays à inscrire le droit en tout cas à l'IVG dans une constitution. Donc oui, bien sûr, c'est un signal fort. Alors, on nous a beaucoup critiqué, voire moqué, en disant la Constitution n'est pas là pour envoyer des signaux. Très bien. Mais oui, ce serait un signal fort, bien sûr. Parce que vous savez, comment dire, les féministes dans le monde entier se battent. Et Dieu sait si ce n'est pas en France qui, pour l'instant, c'est plus difficile. On voit partout l'Iran, etc. Donc oui, bien sûr, c'est un signe d'espoir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain pour un nouveau... nous, on est jeudi, donc à lundi pour un nouveau numéro de Sens Public. Mais moi, j'adore cette émission. Je suis prête à la faire un jour de plus. En tout cas, votre prochain rendez-vous politique sur notre antenne. Oriane Mancini qui reçoit Aurélie Trouvé dans la matinale, la députée LFI de Seine-Saint-Denis. Belle soirée.